Bonjour à tous. Donc, je vais vous ramener dans un débat et dans des espèces que vous connaissez peut-être un peu plus et qui sont aujourd'hui donc des faits quelque part marquants et d'actualité. Notre débat va être autour du prix carbone. Alors, pour revenir effectivement à quelques positions qui nous rappellent les tenants et les aboutissants de ces débats, avec des personnalités françaises en particulier, on peut regarder les positions différentes qui ont été données sur ces deux mots, prix carbone. Donc la position de Madame Lagarde, qui est celle du FMI, qui nous rappelle donc que le moment est enfin venu pour poser une taxe carbone, imposer peut-être une taxe carbone. Mais à quel prix? Donc, des hypothèses ont été et des études ont été menées aussi dans les cadres donc, politiques. On parle de valeurs qui sont très différentes. Par exemple, dans les rapports Canfin, on a une idée d'une taxe carbone qui, avec une palette assez large, de 15 à 60 dollars la tonne de CO2. Autour de l'instauration d'un prix carbone, on peut avoir aussi des variantes sur éventuellement des prix minimums qui peuvent être imposés. Telle est la position de Madame Ségolène Royal, qui a été donc exposée récemment en particulier pour certains secteurs régulés dans l'énergie. Et enfin, donc, la position des économistes. Donc, moi, j'étais formée à l'école d'économie de Toulouse. Monsieur Tirole, donc, est le prix Nobel de l'économie en 2014. Il a récemment pris position dans le cadre des débats sur la COP 21 en proposant donc un prix du carbone, prix unique à l'échelle mondiale, et en particulier en soulignant donc l'efficacité des marchés des permis à polluer comme les seuls instruments qui puissent vraiment contraindre les États à certains objectifs de limitation des gaz à effet de serre. Alors, le débat est vaste. On entend parler de prix de la tonne de carbone, de taxe carbone, de marché. Quel est donc en particulier l'apport des économistes dans ces débats, qui peut paraître un peu politique, mais qui a un fondement économique très fort et que c'est la partie, disons, de modélisation qui nous intéresse. Alors, pour comprendre ces débats, les deux questions que je vais un peu présenter sont justement pourquoi donc on a une certaine préférence, comme celle qui a été exposée par M. Tirole sur l'idée du marché carbone, qui est une alternative à la taxe carbone. Mais une fois donc qu'on a instauré ces marchés, la question suivante qui se pose, c'est quel est le prix du carbone? Pourquoi on veut ça? En fait, à la fin, on cherche quelque chose qui puisse pas seulement être une expression un peu de l'esprit, mais qui puisse vraiment changer les comportements. Alors, si je fais les liens avec les exposés précédents, effectivement, on a vu certains phénomènes, on les a décrits, on voit quels sont les dangers possibles sur la santé, sur les espèces, mais à la fin, voilà, il faut les limiter. Et donc, les instruments économiques nous permettent effectivement ça. Donc, nous permettent de donner une valeur, un prix aux dangers qui viennent d'être exposés et ça permet donc de dire à ceux qui ont causé ces dommages d'essayer donc de changer leur comportement. Donc, la spécificité des instruments économiques, c'est effectivement celle-là. C'est de changer les comportements. Et parmi ces instruments qui permettent de changer les comportements des pollueurs, la priorité est donnée par des instruments qu'on appelle des instruments de prix, parce qu'on estime que dans un contexte où il y a beaucoup d'incertitudes, soit du point de vue des dommages, donc on vient de le voir, soit aussi du point de vue de la dynamique des phénomènes, soit du point de vue donc, des méthodes, des technologies qui permettent de dépolluer, les marchés et les prix en général permettent donc d'atteindre ces degrés à la fois donc, de pénalisation de la pollution, mais en laissant donc, une certaine flexibilité aux acteurs économiques. Donc on va introduire un prix qui est le prix de la pollution, donc une externalité, c'est-à-dire quelque chose qui est spontané une fois qu'on produit,
par exemple, on produit de l'électricité et on émet en même temps du CO2. Et on en émet d'autant plus qu'on utilise, par exemple, le charbon que les gaz naturels. Et donc, on veut essayer effectivement de limiter les émissions de CO2 qui viennent de la combustion. Et comment on fait ça? Donc, cette externalité qui est causée par l'émission de CO2 va être pénalisée avec un prix. Alors, les principes du pollueur-payeur est inscrit dans la Constitution de la française à partir de 2005, mais là, on va au-delà. Donc, on dit comment le faire. Mes recherches portent essentiellement sur l'efficacité des marchés de permis. Alors, qu'est-ce que c'est un marché de permis et comment, à partir de l'idée de marché, on a un prix? Alors, c'est des marchés un peu particuliers qui sont institués par la régulation environnementale. Donc, c'est des marchés qu'on dit, ils existent from scratch. Donc, c'est les régulateurs qui décident un jour, la DG Climat pour nous, en Europe, qui décide donc de mettre en place un marché carbone. Alors, c'est un marché, donc il faut un côté demande, un côté offre. L'offre, c'est la DG Climat. La DG Climat a décidé un objectif de dépollution à long terme, relativement long terme. On reviendra sur ces problèmes. Donc, pour l'instant, on a un objectif de dépollution à 2020, donc un objectif de réduction des gaz à effet de serre, CO2 principalement, mais pas seulement, à 2020, qui est d'atteindre moins 21% par rapport aux émissions de 2005. En fonction de cet objectif, il calcule, et c'est là qu'il peut y avoir des difficultés concrètes, un dommage, donc quelque chose qui est lié au danger, donc un impact sur la santé, sur les espèces et donc tout ce qui est négatif sur l'environnement. À partir de cela, donc, on calcule ces caps globales, c'est-à-dire combien on peut mettre. Une fois qu'on a ces caps globales, on traduit ces caps en allocation de permis, en papier. Donc, qui sont effectivement les bons à polluer. Une fois qu'on a fait ça, il faut encore arriver à distribuer ces allocations aux entreprises. En Europe, nous avons 11 500 unités de polluants qui sont régulées via les marchés de permis. Et donc, ceci se fait jusqu'à aller justement à la dernière entreprise en disant, voilà, on te donne tant pour polluer tant. Mais cette entreprise, après, elle va faire quoi? Elle va faire un bilan carbone. Elle va dire, bon, pendant l'année, j'ai émis tant de tonnes de CO2. Est-ce que ce que m'a donné la DG Climat est suffisant? Si oui, bon, il est en conformité. C'est rare que ça arrive. Sinon, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va considérer combien elle émet, combien elle peut dépolluer avec des méthodes qui sont relatives aussi à son activité productive. Et après, elle va considérer si elle a trop de permis. À ce moment-là, c'est inutile de les garder dans son bilan. Donc, les permis à polluer rentrent dans la comptabilité des entreprises et sont valorisés vraiment comme un asset financier. Donc, elle va faire quoi? Elle va les vendre sur les marchés de permis. Parce que ça va lui rapporter, en fait, aussi un bénéfice. Si, par contre, elle a trop pollué, elle va essayer de faire l'inverse, d'acheter des permis. Donc, par la confrontation de cette offre et demande, va émerger un prix. Or, c'est ce qu'on cherche. Donc, c'est une valorisation de la tonne de CO2, qui dépend donc des actions de pollution, de dépollution aussi, de différentes unités, qui ont des technologies très différentes, hein, parce que les marchés carbone, comme vous le savez peut-être, couvrent effectivement le secteur de l'énergie, mais aussi l'aluminium, le papier, les activités industrielles aussi. Alors, pourquoi cette tendance à dire les marchés de permis? Parce que c'est un outil flexible qui permet, dans l'exemple que je vous ai donné, dans l'explication que je vous ai donnée, j'ai dit, donc le régulateur, il a cette vision à long terme. Il est aidé effectivement sur le calcul des dommages, mais après, une fois qu'il a distribué les permis aux entreprises qui polluent, il est hands-off, il n'est plus là. C'est donc la confrontation de la demande et de l'offre qui fait émerger les prix carbone. Par contre, la grande difficulté, c'est pour ça que parfois on bute sur des problèmes de mise en œuvre de la taxe carbone, c'est que c'est les régulateurs qui doivent définir la taxe carbone, qui doivent définir cette valeur pivotale
par rapport à laquelle donc, on doit prendre des décisions aussi de politique économique, de technologie. Hein, c'est très important aussi pour la technologie et les progrès techniques. Et c'est aussi pour ça qu'on a cette variété du prix du CO2. Des taxes carbone existent en Europe. Plusieurs pays les ont mises en place, en plus de la régulation européenne, donc de marché à polluer. Le Danemark a une taxe carbone de 110 € la tonne, la Suède de à peu près 80. En France, on avait commencé avec 0,7 € la tonne et on a fait des allers-retours jusqu'au moment de dire bon, pour l'instant on va s'arrêter. Donc il y a un problème aussi d'acceptabilité politique forte quand on met en œuvre la réglementation environnementale. Les marchés de permis permettent un peu d'échapper à ces genres donc, de problèmes d'acceptabilité, même s'il faut toujours trouver des méthodes pour faire accepter la réglementation environnementale. Donc, une des raisons, c'est pour laquelle il y a certaines règles qui favorisent un peu l'industrie par rapport à l'énergie. Mais globalement, ces marchés, et d'abord en Europe, les plus grands marchés existants pour les permis à polluer, un marché donc, qui a attiré l'attention des économistes. Alors, les marchés, ça veut dire des prix. Donc ici, on a une évolution de ces prix. Donc on est loin de 110 € la tonne du Danemark. Les graphiques montrent l'évolution des prix à partir de ce qu'on appelle la phase de Kyoto, 2008, quand on avait la chance d'avoir un accord climatique, jusqu'en 2012, et après donc la suite jusqu'à aujourd'hui. Les prix qui est là, 8,58 était celui du 3. Je viens de voir qu'aujourd'hui, ça va un peu moins bien, c'est 8,40. Donc, on a un prix de référence du carbone tous les jours. Donc, ça, c'est très important. Les marchés des émissions ont permis de valoriser la tonne de CO2. Et c'est ça, donc, l'une des grandes expériences portées du marché carbone. Après, c'est un prix. Donc, il est volatile. Il était haut. On a touché donc plus ou moins 35 € la tonne de CO2 en 2008. Et il a baissé suite à des événements qui sont liés à l'activité économique. Et je vais détailler aussi pourquoi, en fait, on a ces liens. Et là, il a vraiment baissé jusqu'à... Aujourd'hui, ça va encore, mais on a touché 3,5 € la tonne. Alors, je ne sais pas s'il y a des industriels ici dans la salle, mais si j'ai dit 3,5 € la tonne, par exemple, par rapport au coût du travail, c'est rien. Ce n'est pas ça qui va faire changer les comportements. C'est la grosse difficulté. Donc, c'est pour ça qu'on avait intitulé l'exposé « Les justes prix ». Bon, la conformité y est. Les entreprises font ces passages de papier d'une année sur l'autre. Aujourd'hui, aucune entreprise, parce qu'il y a un système de vérification aussi sur ces marchés qui est très fort, aucune entreprise a été trouvée en non-conformité. C'est simple. C'est un coût qui, en plus, est répercuté dans la production. Quelque part, nous, quand on achète les biens, un cahier de papier, quelque part, on paye aussi les prix du CO2, qui a utilisé, donc, qui a contraint en amont la production du papier. Donc, l'aspect positif, il y a une valorisation. L'aspect négatif, les prix sont trop bas. Donc, c'est particulièrement donc, les problèmes que j'ai essayé de comprendre dans mes recherches, donc en essayant d'abord de voir si le marché est efficace. Donc, qu'est-ce que c'est un marché efficace en économie? C'est un marché qui reflète ses fondamentaux, c'est-à-dire les déterminants de l'offre et de la demande. Et alors, quand mes collègues américains, j'ai pu parler de ça, en particulier les Californiens, qui, il y a 2 ans, ont mis en place un marché carbone, et justement me demandaient quel est le retour d'expérience. Je disais, mais comment ça se fait qu'en Europe, c'est aussi bas? C'est le marché. Alors, effectivement, les 3,50 € la tonne étaient les bons reflets de quoi? Des aspects qui étaient notre crise économique. Si on produit moins, on émet moins. Donc, la demande
est basse, donc le prix est bas. Et en plus de cet aspect qui est lié à la conjoncture économique, il y a les fondamentaux du secteur qui est le plus important dans la régulation du marché carbone, c'est-à-dire l'énergie. 65% de ces 11 500 unités dont je vous parlais tout à l'heure appartiennent donc au secteur de l'énergie, électricité, gaz et pétrole. Donc, derrière, effectivement, les prix des combustibles, donc des matières premières pour ces entreprises régulées, va déterminer aussi les prix du carbone. Et ça, c'est très bien. C'est ce qu'on cherche dans un marché, l'efficacité. Donc, il y a des déterminantes, il y a un impact. Et après, il y a le côté de l'offre. Le côté de l'offre, c'est là peut-être que mes recherches mettent en avant une sorte d'inadéquation. Comme je vous ai dit, il y a un problème d'acceptabilité. Donc, quand on a commencé cette réglementation, on a distribué les papiers aux entreprises, on a été un peu trop généreux. On a dit, bon, on vous donne un peu plus peut-être de ce que vous avez besoin, parce qu'il faut que ces marchés commencent. Et donc, on est un peu sur un côté de l'offre, qui étant donc pas vraiment contraignant pour les entreprises, ne permet pas d'avoir cette tension entre la demande et l'offre qui fait que le prix est élevé. Et après, donc, il y a des événements qui peuvent être des événements extrêmes. Typiquement, pendant les pics de pollution, les prix du CO2 augmentent. Aussi pour faire le lien avec les exposés précédents. Donc, mais c'est la météo extrême qui change donc aussi le côté demande et donc qui se reflète aussi sur des pics de prix à la hausse ou à la baisse d'ailleurs du marché du CO2. Le deuxième volet de l'efficacité des marchés, c'est est-ce qu'on atteint les objectifs? Parce que c'est un marché avec des objectifs. Ça aussi, c'est la particularité de la réglementation environnementale. Alors, la réponse est oui. Je vous disais, l'objectif, si vous avez suivi, c'était moins 21, et on est à moins 19. Par rapport, 2013 déjà, on était en 2019, à moins 19% des émissions. Donc, on est tranquille. C'est pour ça qu'on peut aller dans les négociations climatiques en disant, nous, on a fait beaucoup, et si vous nous promettez, c'est écrit dans la directive du marché, si vous nous promettez que tout le monde s'engage, on fait encore plus. Donc, ça, c'est la position de l'Europe, de la DG Climat. Sauf que les autres lui répondent, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? On a fait effectivement une politique climat-énergie très forte. En particulier, on a institué une obligation sur la production d'électricité à partir de sources renouvelables. Moins 20% d'émissions de CO2 à l'horizon 2020. Donc, c'est un autre objectif qui a été en fait remodifié, remanié en 2008-2009. Plus 20% d'efficacité énergétique et plus 20% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité. Plus de renouvelables, ça veut dire aussi moins de CO2. Donc, cette directive énergie-climat de 2009 a eu un impact aussi sur la conformité des entreprises. Donc, on voit que les résultats d'une estimation donc de l'impact de cette deuxième, disons, vague de réglementation sur les prix du CO2 fait qu'effectivement, l'introduction des énergies renouvelables est responsable en grande partie de ces succès de la réglementation environnementale. Les prix carbone jouent à la marge, 10%, et on est donc même en dessous de l'effet de la crise économique. Donc, un marché efficace, mais qui commence à avoir un peu un rôle secondaire dans les comportements des entreprises. Et pourtant, c'était son objectif. Mais, la DG Climat, quand même, réagit. Et heureusement, comme ça, nous, les économistes, on peut faire des analyses. Sauf qu'elle réagit parfois d'une façon un peu bizarre. À nouveau, mes collègues californiens, ils disent « Mais vous avez des règles dans la location, c'est incroyable. » Oui, c'est incroyable. Et en plus, non seulement c'est incroyable, mais on les révise en fonction donc de ce qui est arrivé sur les marchés. Donc, à partir de cette idée que je vous disais, il y a un peu trop de permis à polluer,
Donc c'est l'excès d'offres qui détermine ces surplus considérables de presque 1000 mégatonnes de CO2. La DG Climat a dit, bon, il faut faire quelque chose. La DG Climat est responsable de l'allocation, donc elle a modifié l'allocation successivement avec des mesures de 2014 et une qui est en train d'être discutée, qui n'est pas encore complètement ficelée, en 2015, dans lesquelles on essaye effectivement de résorber cet excès d'offres avec des mécanismes plus ou moins drastiques. Les premiers a été une diminution de l'offre qui était presque équivalente au surplus, donc avec des permis qui ont été mis de côté, on ne sait pas très bien où ils sont, et qui ont entraîné donc déjà, vous avez vu au début de 2014 la courbe qui augmentait, ont déterminé effectivement un changement de comportement parce que la crédibilité aussi de la réglementation est fondamentale pour contraindre les entreprises. Et donc on a, ça c'était une vision drastique, et après donc on est en train de mettre en place des mécanismes qu'on dit de flexibilité, cette fois-ci qu'on partage avec nos amis californiens, parce qu'il y a une dimension internationale très importante aussi dans l'architecture des marchés CO2, et des mécanismes donc, qui vont faire un peu un fine-tuning entre l'allocation, donc le nombre de permis disponibles pour les entreprises, et ce qui va être utilisé. Et la grande question auquel mes recherches essayent de répondre, c'est est-ce que les politiques dans ces marchés sont efficaces? Donc, une fois qu'on connaît bien les déterminantes de l'offre et de la demande, qu'on comprend donc les comportements des entreprises régulées, on va dire est-ce que ces contraintes supplémentaires vont permettre ce qu'on cherche, c'est-à-dire l'augmentation du prix carbone. Donc, c'est des modélisations théoriques avec un côté aussi appliqué, des vérifications donc économétriques, sur lesquelles donc les points d'interrogation n'est pas là au hasard parce que effectivement tout l'enjeu de l'économie c'est de comprendre les conditions sous lesquelles cette augmentation va avoir lieu. Et donc en particulier, c'est que je mets en avant, c'est vraiment la stratégie des entreprises régulées qui ne sont pas des entreprises innocentes, qui ont justement des marchés non concurrentiels, qui essayent aussi de profiter de la réglementation environnementale pour augmenter leurs profits. Malgré donc ces quelques erreurs de parcours, cet tâtonnement, les marchés à polluer, il faut y croire. Je ne sais pas si j'ai presque déjà des convaincus. Vous avez déjà dit que vous n'êtes pas un climato-sceptique. Après, je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez dans la mise en œuvre, si c'est les marchés ou les taxes. Mais voilà, encore, on a des recherches à faire parce que je vais vous parler de cette dimension internationale. On a effectivement besoin de passer à une réglementation qui soit mondiale. Et dans cette réglementation mondiale, on ne sait pas si on met des marchés, une taxe, un prix unique. Donc c'est l'essentiel du débat aujourd'hui. Mais on aura peut-être un début de réponse le mois prochain.